Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 8 février. Naissance du premier bébé du double espoir en France. Il permettra de sauver son frère malade. Cette première du professeur Friedman relance le débat sur la recherche sur l'embryon. La fronde de la justice prend une ampleur inégalée avec plus de la moitié des tribunaux qui votent aujourd'hui le renvoi des audiences à l'ouverture de la séance. Plusieurs sénateurs de gauche expriment leur soutien aux magistrats en appelant au respect de la séparation des pouvoirs. Après Michel Alliot-Marie, le couple de l'exécutif rattrapé pour ses voyages en avion, Nicolas Sarkozy ce week-end aux États-Unis et François Fillon en Égypte où il fut l'invité du président Moubarak lors de ses vacances de fin d'année. Martine Aubry se déclare consternée. Ouma Talla est donc née le 26 janvier dernier à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart. L'enfant d'1,650 kg se porte bien. Son nom n'a pas été choisi au hasard par ses parents. Il signifie en effet notre espoir en turc, celui d'une vie en bonne santé pour lui et également d'une guérison de sa sœur, Élise Ecardi. C'est un enfant porteur de l'espoir de guérison pour sa famille. À l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, où l'enfant est né le 26 janvier, le professeur Friedman et ses équipes saluent un progrès immense pour la médecine génétique. Car il s'agit du premier enfant né en France grâce à une technique de diagnostic préimplantatoire particulière. Les médecins ont pu choisir un embryon qui soit à la fois non malade et à la fois compatible sur le plan immunitaire avec un de ses grands frères et sœurs atteints d'une maladie génétique rare, la thalassémie. Car le but c'est bien de soigner cet enfant aîné. Les médecins doivent récupérer le sang du cordon ombilical, riche en cellules souches, et le transférer à l'enfant malade pour le soigner. Une opération qui devrait avoir lieu prochainement. Le sang du cordon du placenta qui a été pris va pouvoir être utilisé maintenant comme une greffe de moelle. Et j'espère, c'est jamais garanti mais c'est probable, pouvoir sauver sa sœur qui, elle, a besoin aujourd'hui d'une transfusion toutes les 3 semaines. La technique est autorisée en France depuis 2006, mais n'avait jamais pu être menée à bien. Des bébés médicaments sont déjà nés dans le monde, ici en 2004 aux États-Unis, mais ils sont encore rares. Une dizaine de couples français sont engagés dans cette démarche thérapeutique. Et bien sûr, cette première naissance en France d'un bébé du double espoir relance les débats biotiques au moment même où l'Assemblée nationale s'en saisit. Des voix demandent plus de latitude pour les chercheurs. D'autres s'élèvent contre le risque d'une instrumentalisation de l'humain. Débat à suivre dans quelques instants avec nos 4 invités. François Fillon monte à nouveau au créneau pour défendre les positions prises par Nicolas Sarkozy sur la justice après le drame de Laetitia. Le Premier ministre a regretté, lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, que les magistrats ne fassent pas, selon lui, preuve de la même compassion que le chef de l'État pour les victimes. La fronde gagne dans les tribunaux et il y avait foule aujourd'hui à l'Assemblée générale organisée au tribunal de Paris. Reportage de Bérangère Dinglat. Si l'on mesure la colère des magistrats à leur nombre ce matin, salle des criers, elle est énorme. Près des 2/3 des effectifs parisiens étaient présents. Parmi eux, les habitués des caméras, bien sûr, comme le juge antiterroriste Gilbert Thiel ou Serge Portelli, vice-président du TGI, mais surtout de nombreux juges, souvent non syndiqués. Moi, je suis juge des tutelles. Dans le greffe, il manque beaucoup de greffiers, essentiellement, ce qui fait qu'on ne peut pas travailler dans des conditions sereines. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on souhaite indiquer que les moyens de la justice ne sont pas suffisants et qu'il y a des dysfonctionnements, ils sont dus à des problèmes et du défaut de moyens dans la justice. Sur les tables d'émargement, des juges bien sûr, mais aussi, fait exceptionnel, de nombreux procureurs. Tous sont venus soutenir leurs collègues nantais. Il y a le feu dans la maison. Qui l'a allumé, c'est pas M. Sarkozy uniquement. La défaillance, l'indigence des budgets successifs de la justice, on les connaît depuis belle lurette. Mais maintenant, on est arrivé à une situation où on n'en peut plus. À l'issue d'une assemblée générale de plus d'1h30, la décision tombe finalement. À une quasi-unanimité, les magistrats parisiens votent le report des audiences non urgentes jusqu'à jeudi soir. Une décision historique. Je suis satisfait parce que j'avais peur que Paris ne réagisse pas comme le reste de la France et toujours d'être particulier.
particularisme à Paris. Et donc là, non, Paris est aligné, que ce soit le parquet ou le siège, sur le reste des magistrats français. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée, le Premier ministre François Fillon continue de juger disproportionnée la contestation des magistrats au regard de l'émotion suscitée par l'affaire. Et donc, selon les syndicats, plus de la moitié des tribunaux français ont voté aujourd'hui la grève, en tous les cas le report des audiences. Si Michel Alliot-Marie, soutenu à nouveau aujourd'hui par le Premier ministre, devrait sauver son poste, la polémique se déplace sur les déplacements privés du Premier ministre et du chef de l'État. Avant même la sortie du Canard enchaîné, Matignon a confirmé cet après-midi un séjour pris en charge, excursion comprise, par Hosni Moubarak. Bonsoir, Michael Zamès. Bonsoir, Michel. Voyons d'abord les faits avec vous. Vous connaissez Assouan, Michel? Oui, très bien, le temple magnifique d'Assouan. François Fillon, il connaît très bien. Voilà, François Fillon, lui, il connaît très bien. Il passe régulièrement ses vacances de fin d'année sur place. Et cette année, on apprend, donc, par le Canard enchaîné, qu'il a été hébergé sur place par le gouvernement d'Hosni Moubarak. Vous savez qu'en ce moment, évidemment, l'Égypte connaît des drames incroyables. Et donc, on apprend aujourd'hui qu'il a été hébergé par Hosni Moubarak et par son gouvernement, ce qui fait encore plus de polémique avec les faits reprochés également à Michel Alliot-Marie. C'est pas tout. Il a aussi emprunté un avion pour une excursion à Abu Simbel, c'est à peu près 1 heure de vol. Il a également fait une petite sortie en bateau, une petite croisière sur le Nil. On apprend ça aujourd'hui, sous-entendu encore une fois comme invité. Mais Matignon confirme. Il a même fait publier un communiqué dans un souci de transparence, disent-ils, pour être encore plus complet. Ces services font savoir que ce qui est du vol entre Paris et Assouan, le Premier ministre a utilisé un Falcon 7X, c'est un avion de la flotte du gouvernement, comme le veut l'usage. Et comme il s'agit d'un voyage privé, eh bien, il a remboursé les billets pour lui et sa famille. On ne connaît pas les prix des billets, mais il faut quand même savoir que c'est l'armée de l'air qui fixe les tarifs. Alors, Michael, il y a une autre histoire d'avion et de séjour touristique qui est révélée aujourd'hui et qui concerne cette fois le président de la République. Oui, décidément, hein, c'est un voyage qui est resté très secret. C'était le week-end dernier, Nicolas Sarkozy s'est envolé pour New York. Pour New York, depuis Bruxelles, un avion officiel, un 7X, là aussi un avion de 16 places. C'est un avion officiel qui est parti de Bruxelles après un sommet européen. C'est donc le même type d'avion que François Fillon, qui est surnommé par les aviateurs le Carlawan, car l'épouse du président l'utilise à l'occasion, nous dit-on. Alors là aussi, le président aurait réglé ses billets lors de ce voyage au tarif commercial. Je vous dis ça pourquoi? C'est ce qu'on apprend à l'Élysée. Je vous dis ça parce que la différence est de taille. Sur un vol régulier, il faut compter entre 1 000 et 4 000 euros le billet. Sur un vol dit non commercial, il faut compter pratiquement 7 000 euros par heure. Je vous laisse faire le calcul, Michel. Alors évidemment, jeudi soir, Nicolas Sarkozy doit s'exprimer sur TF1 lors d'une émission. Ça devait être une émission de reconquête. Ce sera peut-être et surtout une émission d'explication. Merci, Michael. Après Air Ben Ali, voici Air Moubarak qui ironise ce soir le Parti communiste alors que les réactions politiques se multiplient. Évidemment, l'UMP dénonce de vaines polémiques glauques. Jean-François Copé se dit indigné par les attaques. Le Parti socialiste, de son côté, estime que l'autorité de l'État est atteinte. Le chef de l'État n'écarte pas le financement par l'assurance privée de la dépendance. Il l'a annoncé aujourd'hui en conclusion d'un colloque au Conseil économique et social. Un nouveau président pour le groupe centriste du Sénat qui fait les majorités et les minorités, comme on l'a vu récemment avec le refus de voter la déchéance de nationalité voulue par le gouvernement dans son texte sur l'immigration. Le sénateur de la Mayenne, François Zocchetto, proche de Jean Arthuis, a été élu. Il était seul en lice pour mieux incarner l'union des différentes sensibilités centristes. Aurélien Romano. Il n'aura pas la tâche facile, François Zocchetto. Élu ce matin président du groupe centriste, le sénateur de la Mayenne devra préserver l'unité fragile d'un groupe soumis à des forces contradictoires. Alors, le groupe de l'Union centriste est un groupe divers. C'est ce qui fait notre richesse. La difficulté est en effet d'exprimer des positions claires et le plus souvent communes. Ni Modem, ni Nouveau Centre, François Zocchetto est membre de l'Alliance centriste de Jean Arthuis. Son positionnement pourrait satisfaire l'UMP, dont la majorité toute relative au Sénat
a besoin de l'appui du centre pour préserver la politique majoritaire. On est dans une logique majoritaire. Il y a au sein du groupe, c'est vrai que notamment Jean du Modem qui sont dans une autre logique, ni gauche ni droite, comme Jean Arthuis. Et dans les périodes difficiles de la vie politique du centriste, c'était le Sénat qui a été un peu le signe de la reconstruction du Sénat. La reconstruction au niveau national passera peut-être par la confédération voulue par Hervé Morin et Jean Arthuis et proposée ce soir à Jean-Louis Borloo. La suite du 19h avec notre débat. Après la naissance de Oumoud Talla, le premier bébé du double espoir, le débat éthique relancé. Quatre invités avec nous. Alain Milon, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP du Vaucluse et vous serez le rapporteur au Sénat des nouvelles lois de bioéthique dont on débat actuellement à l'Assemblée nationale, on peut le dire a priori. Allez, vous nous direz d'ailleurs si vous êtes favorable au statu quo ou à des avancées. Peut-être que vous allez vous différencier de certains de vos collègues UMP de l'Assemblée nationale. On verra ça. Avec nous également Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste aux questions de société. À noter que le PS aujourd'hui dénonce des entraves au progrès, notamment sur la recherche sur l'embryon. Avec nous également Hervé Schneves. Bonsoir. Vous êtes neurologue et membre du comité d'éthique de l'INSERM. Et puis Jean-Marie Leméné est avec nous. Vous êtes le président de la fondation Jérôme Lejeune. Alors on connaît vos positions évidemment hostiles à l'utilisation de l'embryon et vous publiez ce matin dans La Croix une chronique allant dans ce sens. Il faut dire qu'elle est accolée dans le journal avec une pétition d'un grand nombre de députés de l'UMP qui réclament justement le statu quo et c'est tout le débat qui nous occupe ce soir. Mais d'abord, j'ai envie de connaître votre réaction à tous à cette belle première que l'on doit donc à nouveau au professeur Friedman, la naissance du bébé du double espoir. Qu'en dites-vous, monsieur Milon ? Écoutez, c'est véritablement le bébé du double espoir, c'est une très belle naissance et c'est un progrès considérable. C'est aussi... Saint-Exupéry disait quand on sauve un enfant, on sauve l'humanité. On permet à un couple d'avoir un enfant et le sang du cordon de cet enfant sauve l'autre enfant. Cet enfant naît donc en sauvant l'humanité, c'est extraordinaire. Et on sauve deux enfants, puisque l'enfant qui naît, effectivement, ne sera pas atteint de la maladie génétique qui atteint son frère et sa sœur. Voilà. Alors, votre position, Jean-Marie Leméné, j'imagine qu'elle n'est pas tout à fait la même. D'abord, sur ce point précis, ce bébé de double espoir. Oui, je pense que la terminologie est tout à fait abusive. En réalité, il ne s'agit pas du tout d'une prouesse médicale, ça a été présenté comme une prouesse médicale. Il est certain que quand on sélectionne un embryon en bonne santé, on donne naissance à un enfant en bonne santé, c'est le premier tri. Et ensuite, il y a un deuxième tri, car c'est une double sélection, un double eugénisme en quelque sorte, puisque cet embryon, une fois qu'il est porteur... Le mot est prononcé. Une fois que cet embryon n'est pas malade, il faut le sélectionner une deuxième fois pour qu'il soit compatible avec la greffe envisagée pour soigner son grand frère ou sa grande sœur. Donc, au bout de cette transgression au carré, en quelque sorte, on arrive effectivement à un embryon qui donne un beau bébé à qui je souhaite tout le bonheur du monde. Oui, mais en réalité, c'est une transgression inutile aujourd'hui et qui a fait l'objet d'un mensonge en 2004. Mensonge qu'on s'apprête à poursuivre en 2011. C'est la loi de bioéthique en 2004 qui a donné la possibilité aux professeurs de passer à l'action. Mais on est assez en retard, il faut le dire, en France sur cette question, puisqu'il y a eu d'autres naissances déjà chez nos voisins européens, en Espagne, notamment. Votre avis, monsieur Schneves? Non, mais je suis tout à fait choqué parce que le point... Parce que vous venez d'entendre. Oui, parce que le point fondamental, c'est celui de permettre la vie. Et il n'y a strictement aucune sélection. À partir du moment où on sait qu'il y a un risque dans un couple d'une maladie d'une particulière gravité, c'est la définition depuis que le DPI, 20 ans maintenant, a été admis. Ce qu'on va faire, c'est d'empêcher qu'un enfant qui va mourir si on le laisse naître, d'empêcher cela. Il n'y a aucune sélection. On ne choisit pas un enfant, on choisit simplement qu'un être humain puisse apparaître. Et à partir de là, parce que les cellules souches du sang du cordon permettent de reconstituer toute la lignée des cellules du sang, on va simplement prélever un cordon qui simplement serait jeté à la poubelle sinon, et ce cordon va permettre peut-être, et j'ai noté l'attitude de prudence de René Friedman dans votre reportage, va permettre peut-être de donner une chance de vie
à un autre enfant. C'est ça la médecine. La médecine, c'est de permettre la vie. Et si transgression il y a, effectivement, Monsieur Menet, c'est une transgression qui date de l'aube de l'humanité, de tous les chamans. Oser lutter contre la maladie, oser permettre de vivre. Monsieur Le Menet, vous répondez à cela Monsieur, vous dites quelque chose de faux. Il y a effectivement une sélection d'êtres humains au stade embryonnaire. On écarte les êtres humains au stade embryonnaire qui sont porteurs de la maladie. Première Est-ce que élimination. la nature parfois ne se charge pas de ce genre d'élimination? Parce que la nature condamne que la médecine doit suivre le mouvement. Elle est là, au contraire, pour lever cette fatalité. Il y a une première sélection, on élimine des embryons. Le travail qui est fait, c'est une sélection d'embryons. Répondez sur ce point d'abord. C'est une sélection d'embryons sains. Non, mais l'abus, c'est que vous parlez d'être humain. Or, ce sur quoi l'embryon n'est pas un être humain. Je dis que l'embryon n'est pas un être humain. C'est une première. Je dis que ce sur quoi travaillent les biologistes, c'est un groupe de cellules sur lesquelles on fait un diagnostic à partir de l'ADN et que on empêche d'amorcer un processus qui aurait pu donner un être condamné à mourir. On empêche humains ou ne sont pas des embryons humains. On empêche d'amorcer un processus qui aurait pu. Sont-ce des êtres humains ou pas? Sont-ce des embryons humains? Un embryon n'est pas un être humain. Ce ne sont pas des êtres humains. Un embryon n'est pas un être humain. Ce ne sont pas des êtres humains. Un embryon n'est pas un être humain. Mais qui ne sont pas nés. Ce dont nous parlons, ce dont nous parlons, c'est-à-dire un membre très jeune de l'espèce humaine. Vous n'avez qu'à ouvrir le dictionnaire. Embryon humain, membre très jeune de l'espèce humaine. Il y a deux conceptions qui s'opposent. Évidemment, on ne va pas vous réconcilier sur ce point. On a envie de vous entendre maintenant. Ce n'est pas une position scientifique. C'est une position totalement scientifique parce que il n'existe votre qualificatif de scientifique en disant c'est. Allez, sur la naissance de cet enfant. Oui, sur la naissance. Comment est-ce que vous accueillez, vous, cette nouvelle d'abord? D'abord, c'est évidemment une formidable réalisation des équipes du professeur Friedman et on ne peut que s'en réjouir. Et c'est d'une certaine façon formidable que ça arrive en ce moment précisément parce que à l'Assemblée est discutée une loi si le professeur Friedman n'a pas attendu le jour des débats à l'Assemblée nationale pour faire cette annonce. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, la loi bioéthique, le projet de loi qui est actuellement présenté, a une telle tendance à diaboliser la recherche sur embryons, à diaboliser le diagnostic préimplantatoire, que c'est merveilleux qu'on se rende compte avec cette réalisation du professeur Friedman à quoi ça peut servir. Eh bien, ça sert en l'occurrence à sauver les nés. D'une naissance pour autrui. Vous dites qu'il s'agit d'une naissance pour autrui. C'est la deuxième chose, c'est que je suis très contente de vous avoir entendu utiliser l'expression bébé du double espoir. Je ne supportais plus d'entendre l'expression bébé médicament, qui pour moi est porteuse en tant que telle d'une coupable réification, chosification de l'enfant qui naît pour... Une instrumentalisation de l'humain. Ça n'est pas le cas pour vous. Je ne crois pas que les parents mis dans cette situation envisagent l'enfant à naître ou l'enfant nouveau-né comme uniquement médicament qui servira à sauver l'aîné. Je crois qu'ils l'envisagent à la fois comme un nouveau-né à venir et dont ils sont forcément heureux, et puis comme un bébé solidaire d'une certaine façon, en effet un bébé de l'espoir qui permettra de résoudre les problèmes de l'aîné. Donc je suis très contente qu'on change déjà de vocabulaire parce que ça compte énormément. Alain Milon. Oui, juste au niveau des recherches sur les cellules souches embryonnaires, la dernière loi de bioéthique autorisait par dérogation, à partir de 2006, mais autorisait par dérogation la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Cette loi telle qu'elle est proposée actuellement à l'Assemblée nationale, elle n'est pas encore votée, elle n'est pas passée par le Sénat. Cette loi telle qu'elle est proposée actuellement autorise toujours les dérogations. Moi, je souhaiterais qu'on aille plus loin. On verra si au Sénat on peut le faire. C'est votre ambition. C'est mon ambition. Hein, mais clairement... Vous voulez lutter contre le statu quo, qui semble être la position de l'Assemblée nationale et du gouvernement. C'est mon ambition sur la GPA, sur d'autres choses, où là, on a la gestation je crois que nous partageons beaucoup de positions avec Alain Milon, en l'occurrence. C'est vrai que, d'abord, ça fait plaisir d'entendre des voix à droite un peu dissonantes, pour le coup, et notamment en faveur de l'autorisation de la recherche sur embryons. Là, elles sont dissonantes dans tous les partis politiques. S'agissant de la gestation pour autrui, on y reviendra. C'est vrai que les partis ne semblent pas prêts encore. Loin de là, puisque le Parti Socialiste est contre, l'UMP aussi pour l'instant. Mais j'avais fait un débat avec Madame Borvo à l'Humanité sur le sujet de la GPA. Madame Borvo
était contre et moi j'étais pour également. Donc là, c'est plutôt transversal que purement politique dans les partis politiques. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions, au niveau du Sénat, dans le cadre de ces lois, rediscuter et des recherches sur les cellules souches embryonnaires, bien évidemment, mais aussi de la GPA et puis de tas d'autres choses. Alors, gestation pour autrui, j'essaye de traduire à chaque fois pour bien comprendre. Oui, voilà, parce que là, il y a un statu quo, je le disais tout à l'heure, sur tous ces grands thèmes qui apparaissent. Est-ce que, selon vous, le débat actuellement à l'Assemblée nationale risque de freiner la recherche et de ne plus satisfaire les demandes de certaines familles aujourd'hui? Pardon, c'est à moi. Allez-y, oui. Selon moi, pour l'instant, non, puisqu'on est toujours sur la loi de 2004, mais il faut qu'on puisse permettre aux chercheurs de continuer de faire leurs recherches et de continuer d'avancer. Ce qui m'inquiète le plus dans la loi telle qu'elle est proposée actuellement, c'est pas tellement les interdictions qui sont mises en place, parce qu'on peut les soulever, on peut en discuter, on peut essayer de passer outre, en avançant dans le cadre de la loi toujours. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette loi telle qu'elle pourrait être votée n'est pas révisable. Elle ne serait plus révisable, alors qu'elle l'était jusqu'à présent tous les 5 ans. Et je souhaite qu'on puisse, au moins, si on dit elle n'est pas révisable, qu'on puisse revenir à chaque fois qu'il y a une innovation importante dans la recherche pour faire avancer cette loi. Pourquoi décider effectivement de rendre ces textes non révisables? On ne peut pas laisser une situation figée, sachant qu'il y a des avancées permanentes, scientifiques notamment. La réponse du ministre tout à l'heure a été de dire que la loi n'étant plus révisable, elle pourra être révisée à la demande des parlementaires en fonction des résultats des recherches. Alors, on sait que ce sera très compliqué, évidemment, que peu d'entre eux s'y aventureront. Des ministres. Jean-Marie Le Menez, vous contestez donc ces recherches sur l'embryon pour des raisons religieuses, on peut le dire. Aussi, mais pour d'autres raisons. Vous rejoignez en tous les cas Monseigneur 23 aujourd'hui. Il vous rejoint lui, il dénonce une instrumentalisation du corps humain. Dans votre tribune que je citais tout à l'heure dans La Croix ce matin, vous dénonciez par ailleurs des recherches commandées par un lobby mercantile. Qui visez-vous? Il faut se poser la question de savoir. Parce que là, on parle des demandes de famille, et vous accusez un lobby. Il n'y a aucune demande de famille pour faire la recherche sur l'embryon. Il n'y a d'ailleurs aucune demande de chercheurs sérieux. Il y a simplement des lobbies qui ont besoin d'instrumentaliser l'embryon pour répondre aux demandes de l'industrie du médicament et à l'industrie de la procréation médicale assistée. Sinon, sur le plan thérapeutique, tous les progrès qui ont été faits avec des cellules souches l'ont été avec des cellules non embryonnaires. Il y a eu des centaines de projets de recherche qui sont faits et qui permettent de traiter, de soigner, quelquefois de guérir des patients. Ils l'ont tous été avec des cellules souches d'origine non embryonnaire. Et les chercheurs eux-mêmes, les scientifiques eux-mêmes ont dit à l'occasion des États généraux de la bioéthique que les recherches n'avaient pas été freinées du tout par la loi de 2004. Par conséquent, il y a encore moins de raisons en 2011 d'autoriser et d'ouvrir la recherche sur l'embryon qu'il y en avait en 2004. Bon, allez, l'avis du chercheur là-dessus. Monsieur Schneewes, votre point, vous répondez là-dessus et on avance après. On va aborder la question sous l'angle politique après votre position. Les recherches sont tellement des recherches scientifiques aujourd'hui. Là où il faut être très clair, c'est que c'est des recherches à but cognitif, à but de compréhension des premières étapes de la vie et particulièrement de la vie humaine qui est tout à fait spécifique. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement loin et nous le resterons d'une perspective thérapeutique. Donc, il faut faire confiance aux chercheurs et il faut libérer les conditions de la recherche. Mais pas les entraver. Aujourd'hui, les conditions de retard dans lesquelles sont discutés les textes de révision de la loi de bioéthique font que l'Agence de la biomédecine a suspendu les autorisations de recherche et suspendu tout nouveau protocole sur les cellules souches embryonnaires humaines. C'est grave pour la recherche française. Alors bon, Alain Milon, on l'a vu, vous êtes donc très ouvert sur cette question. Ce n'est pas le cas de nombreux députés UMP, comme en témoigne donc cette pétition que je citais dans La Croix ce matin, qui est signée d'un grand nombre d'élus sur le thème « La procréation n'est pas une industrie ». Comme le montre également le statu quo donc, qui se dessine à l'Assemblée nationale. Réécoutez ce reportage de Sandra Cerquera. Dominique Meunçon se bat depuis 11 ans pour que l'État reconnaisse ses 2 filles. Il a fait appel avec sa femme à une mère porteuse en Californie et depuis ses jumelles n'ont pas d'état civil. Il attendait beaucoup de la révision de la loi sur la bioéthique. Les 5 dernières années, il n'y a aucun pays qui a suivi l'attitude de prohibition de la France, quand dans le même laps de temps, il y a 20 pays ou États qui ont légiféré pour autoriser. Le recours aux mères porteuses n'est pas prévu par le texte, ni la levée de l'anonymat pour les dons de gamètes.
Les mesures phares du projet de loi sont donc écartées. Pour la gauche, l'explication de ce statu quo est toute trouvée. Le gouvernement ne souhaite pas, avant 2012, revenir sur ces questions qui sont justement des questions difficiles et que du coup, les parlementaires rétropédalent. Et c'est pour cela qu'on a un texte, un projet de loi de Xavier Bertrand qui est proposé aujourd'hui, qui est vidé de son contenu. La droite s'en défend et préfère évoquer la prudence. Voilà un sujet qui, par nature, dépasse les problèmes strictement politiques et fait d'abord appel à la conscience de chacun. Le texte comporte toutefois une avancée emblématique, l'autorisation de dons d'organes croisés en cas d'incompatibilité entre proches. Rien de révolutionnaire, plutôt un rattrapage. La France est l'un des seuls pays avec le Portugal à interdire encore cette pratique. Alors ce statu quo est-il le fait du retour au premier plan dans la majorité des valeurs traditionnelles? Je vous pose la question, Alain Milon, est-ce que vous allez donc combattre ce retour-là?